nous avons donc sollicité un certain nombre de participants. Un très grand nombre ont décliné, estimant que le sujet était trop sensible, estimant qu'il y avait, je cite, parce que c'est une expression qui est revenue souvent, trop de coups à prendre. Et c'est pour cette raison que je remercie d'autant plus nos 2-3 participants, je dirais, aujourd'hui, qui vont discuter avec nous de cette question sensible, bien sûr, cette question complexe, mais que je pense il est nécessaire aujourd'hui, dans un contexte un peu brûlant, de comprendre, ou essayons de poser les bases d'un débat peut-être plus apaisé ou plus serein, débat contextualisé, débat historique, juridique. Voilà, ça sera peut-être un petit peu ambitieux pour le temps qui nous est imparti, mais au moins ça permettra de poser un certain nombre de bases. La rencontre durera 1h30 et donc on parlera durant à peu près 1h, 1h10 et ensuite vous aurez la parole pour poser évidemment les questions que vous souhaitez. Donc je vais présenter nos intervenants que, une nouvelle fois, je remercie très chaleureusement, nos courageux intervenants. Donc Coco, illustratrice et dessinatrice, donc vous travaillez à Charlie Hebdo depuis 2007, vous êtes rentré en 2007, vous avez commencé en 2007, et également à Libération, où vous avez succédé au grand Willem, donc depuis avril 2021. Vous avez signé notamment Dessiner encore, donc une bande dessinée sur le retour au dessin, le retour à la vie après la tragédie de Charlie Hebdo. Bernard Joubert, donc vous êtes, on peut dire, spécialiste de la bande dessinée, spécialiste de la censure en bande dessinée. Vous avez notamment signé un article, je crois, dont vous allez nous parler peut-être au fil de cette présentation, un article qui paraîtra bientôt dans les cahiers de la bande dessinée, qui revient sur notamment ces questions de censure autour de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Vives aujourd'hui. Donc vous remettez en perspective de manière historique et juridique. Et vous avez signé un livre, c'est le petit livre des journaux, des dictionnaires des livres et journaux interdits, merci, donc qui revient sur ces questions de censure, dont vous êtes aujourd'hui un spécialiste reconnu, en particulier dans le milieu de la bande dessinée. Alors, on va partir encore une fois, ici il n'est pas question de faire le bilan ou le procès de Bastien Vives et de son œuvre, c'est vraiment encore une nouvelle fois un point de départ en fait, pour ensuite essayer d'éclaircir, de comprendre, de faire de l'explication, de la pédagogie par le dessin. Il y a quand même un cadre qui je pense, est important de rappeler, et ça a été souvent rappelé d'ailleurs dans les interventions des différentes personnes qui ont bien voulu s'exprimer à propos de cette affaire, c'est-à-dire la dimension juridique. Bernard Joubert, on peut rappeler que la première affaire Vives, elle remonte en fait à 2018, puisque Petit Paul avait déjà été l'objet d'attaques, donc de pétitions en ligne, avait été l'objet d'une plainte judiciaire, vous me corrigerez si je me trompe, d'une poursuite, qui se fondait sur un article du Code pénal que maintenant beaucoup de monde, qu'avant personne ne connaissait finalement dans le milieu de la bande dessinée, et que maintenant beaucoup de monde au moins connaissent l'existence, c'est l'article du Code pénal 227-23. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être rappeler un petit peu en quoi consiste cet article du Code pénal, sans, évidemment, on ne va pas faire un cours de droit ici pénal, mais enfin, c'est important de savoir un petit peu sous quel aspect a été attaqué pour la première fois, c'était Petit Paul, donc cet ouvrage que vous avez à l'écran, qui était publié chez Glénat, et donc où ceux qui ont mis en cause ce livre en ont appelé à cet article de loi. Oui, le micro fonctionne. Il y avait une plainte qui avait été déposée donc à l'époque par une association, et la justice avait examiné la plainte et il n'y avait pas donné suite en considérant que le délit n'était pas constitué. Donc on ne sait pas pour l'instant ce qui va être fait pour les nouvelles plaintes, à ma connaissance. Donc on ne sait pas s'il y aura procès ou pas. Alors qu'il y a 5 ans maintenant, il n'y a pas eu procès. Donc l'article 227-23, c'est difficile de vous le résumer très rapidement. Le milieu de la bande dessinée ne le connaissait pas, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu aucune bande dessinée condamnée avec cet article, contrairement à d'autres lois de censure, comme l'outrage aux bonnes mœurs, comme la loi de 1949, et des choses comme ça. Je vais essayer de faire court, mais il faut quand même que historiquement je raconte comment il arrive dans le code pénal et pourquoi aujourd'hui on nous dit que cette bande dessinée est illégale.
avec d'autres, puisque ce n'est pas la seule. Bien sûr, hein, la représentation de mineurs dans un dessin, une représentation pornographique serait illégale, alors que il y en a dans beaucoup de bandes dessinées, des classiques de la bande dessinée qui se trouvent dans plein de bibliothèques, voilà, et qu'il n'y a pas de poursuite. Et d'ailleurs, les pétitionnaires qui se réclament de cet article de loi disent « nous ne comprenons pas hein ». Et les journalistes qui rendent compte de ces pétitions disent eux-mêmes « nous ne comprenons pas ». Voilà, donc l'article que je vais publier dans les cahiers de la BD va apporter l'explication longue qui va faire plusieurs pages que je vais essayer de vous résumer en quelques mots. Les photos et les films pornographiques avec des mineurs ont toujours été prohibés en France. Hein. Il y a toujours des lois qui s'en préoccupaient. Avant 1994, c'était l'outrage aux bonnes mœurs. L'outrage aux bonnes mœurs, ça concernait le cinéma, la littérature, les bandes dessinées. Et les bonnes mœurs, à l'époque, c'était subjectif. C'était bien sûr la pornographie, c'était bien sûr des photos pornographiques avec des mineurs, mais c'était aussi un simple roman. C'était, je voyais l'exposition de Druillet. On a voulu, il y a eu un début d'enquête pour poursuivre pour outrage aux bonnes mœurs le premier album de Druillet, le Peuple des abîmes chez Éric Losfeld. Losfeld avait beaucoup de procès pour outrage aux bonnes mœurs. On s'en prenait à l'homosexualité à l'époque. C'était contraire aux bonnes mœurs. On condamnait des journaux pour délit de promotion de l'homosexualité. Voilà. Et donc, ce côté subjectif faisait que la justice se ridiculisait après quelques années quand on voyait ce qu'on avait condamné préalablement. Et on a fini par décider de le supprimer quand il y a eu le nouveau code pénal en 1994. Il n'y a plus de poursuite pour outrage aux bonnes mœurs aujourd'hui. On l'a remplacé. Enfin, il y avait un délit qu'il fallait continuer de prohiber, c'était les photos et les films pornographiques avec mineurs. Hein. Donc, on l'a remplacé par l'article 227-23, qui prohibait en 1994 les images pornographiques de mineurs. D'un point de vue juridique, les images, ce sont les photos et les films. Le délit est clair pour tout le monde. On comprend qu'il y a un vrai mineur qui est photographié et que la justice se préoccupe que ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. C'est du clandestin, ce qui peut exister. Hein, voilà. Cet article de loi donc, était appliqué à des gens qui avaient ça sur leur ordinateur. À l'époque, l'ordinateur, il n'y avait pas encore Internet, le dark web, tout ça, mais c'était des photos sur papier, bon, des vidéos sur VHS. En 1998, au cours d'une loi Guigou de protection de l'enfance, il y a un amendement qui a été proposé par un député qui s'appelait Charles Jolibois. Et là, c'est très important ce qui va se passer. Il va rajouter un mot, il va proposer qu'on rajoute un mot à la loi qui est image ou représentation de mineurs. Et que voulait-il dire par là? Que voulait dire le législateur par ce mot représentation? Quand on consulte les débats parlementaires, quand on consulte la façon dont il présente son amendement, dont il en discute avec la ministre Elisabeth Guigou, on comprend très bien que, et c'est le terme qu'il utilise, il utilise les images virtuelles. Le problème, en 1998, c'est cette zone un peu floue qui commence à se faire jour d'images numériques très réalistes. Hein. On commence à se dire, mais on va pouvoir faire des films pornographiques réalistes, comme si c'était des vrais films, avec de l'imagerie numérique. Il y a aussi une zone floue. Vous prenez une photo, vous la retravaillez un peu avec Photoshop. Est-ce que c'est une photo ou est-ce que c'est une œuvre voilà, qui échapperait au terme d'image? Bon. Et donc, le législateur, en 1998, il ne parle à aucun moment de dessin, de bande dessinée, de dessin animé, de peinture, ne parle que de ces images virtuelles, comme il dit à l'époque, qui sera aussi un terme utilisé dans la loi cadre européenne qui demande aux pays européens d'avoir une loi de protection des mineurs contre des images virtuelles. Et encore, au niveau européen, il n'est question jamais de dessin ou de bande dessinée, parce que c'est un argument que j'ai souvent vu. On est obligé par l'Europe d'avoir cette loi 227-23 comme elle est actuellement. Non, l'Europe ne se préoccupait, quand il y a eu cette loi cadre, que des images numériques très réalistes. Et puis voilà, l'amendement passe, avec ce terme de représentation. Il ne se passe rien pendant des années, jusqu'à ce qu'il y ait une jurisprudence
qui est celle qui est toujours citée, qui est celle qui figure dans le code pénal Dalloz et que vous pouvez voir dans tous les articles qui ont évoqué l'affaire Vives au mois de décembre. C'est un dessin animé japonais qui s'appelait Twin Angels, voilà, qui existe depuis des années en France, qui était sorti en cassette VHS. Et il est poursuivi avec le article 227-23, enfin l'éditeur français. Alors, si on peut préciser, c'est une série animée où vous avez un extraterrestre qui prend la forme d'un enfant, je crois, c'est ça, plus ou moins un extraterrestre qui prend la forme d'un enfant, et cet enfant a des relations avec des adultes, mais cet extraterrestre lui-même est un adulte ou un adulte avéré. Alors ça, c'était la défense de l'éditeur du dessin animé. La Cour de cassation a considéré que ce n'était pas un argument recevable. Parce qu'on peut prouver, dans la loi, il est prévu qu'on puisse faire des films pornographiques figurant, entre guillemets, des mineurs, si l'acteur est majeur. C'est précisé dans la loi, c'est pas condamnable. Parce qu'un acteur peut présenter sa carte d'identité et dire « certes, j'ai un physique, voilà, c'est une femme, elle a pas de seins, elle ressemble à une petite adolescente et tout. C'est faisable, elle se met des couettes et tout, ça, vous n'êtes pas poursuivable. » Par contre, la Cour de cassation a considéré que même si le personnage est majeur dans l'histoire, mais qu'il a l'apparence d'un mineur, vu qu'on ne peut pas prouver qu'un personnage de bande dessinée a une date de naissance, ce n'est pas un argument recevable. C'est-à-dire que le dessin est plus condamnable que la photo ou la vidéo. C'est un des gros problèmes avec cette loi qui est très embarrassante. Alors, la raison pour laquelle cette loi n'est pas appliquée jusqu'à présent contre Bastien Vives et contre d'autres bandes dessinées dont on va parler, bien sûr, les rééditions de Gottlieb, de Lovely, etc., et de grand nombre de grands prix d'Angoulême, c'est que la justice est très embarrassée avec cette jurisprudence. Hein. Parce que ce n'est pas simplement un auteur qu'on va condamner. Je vous dis peut-être 10 ou 15 grands prix d'Angoulême qui ont représenté des mineurs dans des séquences pornographiques. Hein. Ce n'est pas simplement ces auteurs, c'est les éditeurs, ce sont les libraires, ce sont les imprimeurs, ce sont les diffuseurs, ce sont les lecteurs, car la différence entre la pédopornographie, utilisons ce terme, et, mettons, les ouvrages racistes, c'est que vous n'avez pas le droit de posséder de livres pédopornographiques. Vous avez le droit chez vous, vous êtes un militant anti-raciste, vous avez le droit chez vous d'avoir plein de livres racistes et de publications racistes que vous lisez justement pour contrer le racisme, pour leur faire des procès. Et peut-être que voilà, vous avez chez vous des livres qui ont été condamnés, mais vous avez le droit de les avoir. Vous n'avez pas le droit, et je pense par exemple à cette pétition qui fait plus de 100 000 signatures, hein, les personnes qui signent, si elles ont lu Bastien Vives, elles sont coupables, c'est précisé dans la loi. Hein. On commence avec d'abord l'auteur de l'infraction, c'est l'auteur. Hein. Il a des complices, en bande organisée, la peine est doublée d'ailleurs. Donc quand on édite, c'est en bande organisée, il a des complices qui sont sévèrement condamnés. Et puis après, c'est ceux qui possèdent aussi. Hein. Voilà, donc là, on n'en vient plus à même quelques centaines de coupables, on en vient à des millions de coupables. Je veux dire à tous les pédophiles et à toutes les bibliothèques qui ont Alan Moore, qui ont Gossens, qui ont Viem, qui ont Wolinski. Voilà. Et la justice est très embarrassée avec ça. Parce que cette loi a été voulue dans un certain sens très clair, qui était la protection de vrais mineurs, et qu'on a utilisé un terme qui ne va pas. La seule solution, ça serait qu'on reformule la loi et qu'on sache à quoi s'applique cette loi. C'était un éclairage, alors peut-être un petit peu long, mais je pense absolument indispensable pour qu'on comprenne à peu près bien ce dont il est question ici. Alors, par exemple, à Charlie Hebdo, à Harakiri puis Charlie Hebdo, on avait des dessinateurs, hein. Vous avez évoqué Bernard Joubert, Wolinski, il y a Rézère, on voit le titre de cette bande dessinée, hein, J'étais un sale phallocrate, hein, avec cette couverture évidemment assez provocatrice de la part de Wolinski. Ces artistes aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont Wolinski, Rézère et toute cette bande fondatrice d'Harakiri, aujourd'hui, ils sont l'objet, quand on les lit, de lectures qui sont évidemment contemporaines, c'est-à-dire en adéquation avec des valeurs qui ont pu évoluer ou des représentations qui ont pu évoluer. Vous, Coco, quand vous avez découvert, parce que vous avez grandi, vous le disiez, vous avez quand même lu ces livres, vous avez découvert ces artistes, vous avez ensuite rejoint une rédaction qui était très largement masculine, même si elle s'est féminisée progressivement. Bon, il y avait Catherine Meurice, vous-même,
Il y a eu d'autres dessinatrices, mais c'était très majoritairement masculin. Et Harakiri, c'était Bernard Joubert connaît bien Harakiri, c'était quasiment que des hommes. Bon, comment vous l'avez ressenti ça, à la fois dans votre lecture, dans votre approche des œuvres, par exemple, de Wolinski, d'un Wolinski, par exemple, ou d'un Rézère, et puis ensuite, dans la manière dont vous avez travaillé dans cet environnement, qui était un environnement quasi exclusivement masculin? Eh bien, pour Wolinski et Rézère, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu les représentants de la sexualité des années 70, assez joyeuse, libérée, avec tous les combats aussi qui y sont associés. Je pense notamment à l'IVG. Et puis, c'est vrai que c'était une équipe vraiment masculine, avec quand même Villemain qui ressemblait fortement à une fille à l'époque. Et enfin, moi, quand je suis arrivée à Charlie, j'y ai pas vraiment fait attention, puisque j'ai toujours eu la sensation que c'était le dessin qui nous liait au-delà de nos sexes. C'était surtout cette passion du dessin et de tenir un journal qui nous animait. C'est même une phrase que j'ai pu dire quand je suis arrivée à Libération en 2021. J'espère que c'est pas parce que j'ai des nichons qu'on est venu me chercher. C'était un peu sous-entendu. Voilà, c'est bien que le métier se féminise et il faut saluer, il faut encourager ça. Mais c'est bien aussi que les deux qu'on travaille côte à côte sans qu'il y ait de fracture, quoi. Il faut pouvoir échanger. Quand on est dessinateur de presse, on dessine sur tous les sujets, qu'on soit homme, femme, et c'est ça qui prime. Je n'ai jamais été malmenée en tant que femme à Charlie. Oui, c'est ce qui ressortait dans votre livre, hein, Dessiner encore, c'est ce qui ressortait. Oui, c'était une équipe qui est avant tout la tête tournée vers l'humour, la société. Qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qui nous indigne, qu'est-ce qu'on dessine aujourd'hui. Et c'est ça qui porte un journal comme Charlie, quoi. En fait, je voulais surtout dire que je trouve, si je suis là aujourd'hui, c'est que je trouve que cette fameuse affaire Vives, comme vous l'appelez, dépasse largement le cas Vives. Je suis là parce que je trouve que cette liberté qu'on a de tout dessiner, elle doit être défendue, et que parfois on est amené à dessiner sur la mort, sur les enfants, sur la sexualité. C'est des sujets qui sont pas toujours faciles à aborder. Il faut avoir un peu de courage, de cran, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Voilà, si on ne dessine pas, si on ne représente pas ces sujets-là, je veux dire, ils existent de toute manière. Il faut pouvoir apporter son point de vue, et il faut pouvoir aussi être libre de créer de manière très différente. Vous parliez de Julie Doucet, par exemple, qui me disait, parce que je l'ai rencontrée la semaine dernière, moi, quand j'ai commencé à dessiner, je pensais jamais être lue. Et c'est assez marrant comme réflexion, parce que en fait, le fait de penser ne jamais être lue, ça lui a donné la possibilité d'être complètement désinhibée dans son travail. Du coup, elle a pu parler de règles, elle a pu parler de ses rapports sexuels avec les mecs. C'est frais, c'est joyeux, c'est vivant, quoi. Là, on a un Bastien Vives qui, lui aussi, exprime sous des formes très différentes, parce qu'il il est très prolixe, il a fait énormément de livres très différents, plus grand public, et puis cette fameuse collection BDQ qui est quand même présentée sous blister, interdite aux moins de 18 ans. Enfin, je veux dire, il y a des précautions qui sont prises pour dire, voilà, on est dans un registre particulier, et il se met à nu dans des fantasmes qui sont, qui restent de la fiction et non pas du réel. Et nous, bien souvent, à Charlie, dessine ces choses-là qui n'existent pas. On donne nos points de vue là-dessus. Je pense à la religion, mais je pense aussi à la sexualité. Vous parliez par exemple de Wolinski, Rézère. Je pense à Rézère, par exemple, ce fameux dessin du pont des enfants perdus sur l'enfance, avec ce père cruel, en fait, qui va emmener son gamin. Il y a le chemin s'arrête pour le gamin qui va tomber dans le trou, puis le père sera débarrassé de sa progéniture tranquille. Enfin, il y avait des choses comme ça qui s'exprimait de manière très marrante et pas du tout premier degré, mais voilà, c'est le côté grinçant qui marche. Je suis complètement éloignée de la question. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné Julie Doucet. Julie Doucet qui a les honneurs donc d'une exposition en tant que Grand Prix. Julie Doucet a déclaré qu'elle avait arrêté la bande dessinée pendant quasiment 20 ans
en raison justement de son caractère isolé en tant que femme, et qu'elle se trouvait noyée dans un océan d'hommes, et que c'est quelque chose qu'elle avait très très mal vécu, et qui l'avait contrainte en grande partie à arrêter la bande dessinée. Donc pour certaines... Elle était très isolée, Ouais. quand même, avec les Crumb. Elle était dans Raw, il me semble. Et c'est vrai que c'était une époque où il y avait vraiment peut-être très peu de femmes dessinatrices. Je pense que ça compte. Puis après, peut-être qu'on a aussi chacune nos personnalités, peut-être aussi, qui fait que on aime travailler seul, on aime travailler en équipe, avec des hommes, des femmes. Enfin, c'est quand même aussi très variable. L'important, toujours, c'est aussi ça ne l'a pas empêché de dessiner et de créer énormément. Enfin, j'entends. Bernard Joubert, sur le Harakiri Charlie Hebdo, aujourd'hui on parle beaucoup d'Harakiri Charlie Hebdo en raison de ses dessins satiriques sur l'actualité religieuse, l'actualité politique. On oublie que finalement, c'était quand même beaucoup de sexe, Harakiri Charlie Hebdo. Et il y avait cette anecdote quand même, ce fameux titre que tout le monde connaît, Balle tragique à Colombey, un mort. Donc Harakiri avait été interdit, mais en fait l'interdiction n'était pas pour ce titre, mais en vertu de la loi que vous aviez évoquée, qui était la loi de juillet 49, qui interdit toute représentation licencieuse ou pornographique. Donc on a fait appel à cette loi sur la sexualité pour interdire à ce moment-là donc Charlie Hebdo et ce fameux numéro qui est resté dans l'histoire. Je vois où vous voulez en venir. Je veux dire, on a interdit Harakiri Hebdo pour un motif, mais il y avait d'autres raisons derrière, un petit peu comment s'attaquerait à Bastien Yves aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Non, Un motif, mais il y aurait d'autres arrière-pensées. Non, pas du tout. Je voulais juste faire une note de bas de page sur ce que vous avez dit préalablement, et je n'avais pas le micro, je ne voulais pas vous interrompre. Dans la première série de Charlie Hebdo, il y avait 2 femmes importantes, mais qui n'étaient pas dessinatrices, c'est pour ça qu'on les oublie. Il y avait Sylvie Caster, qui était une rédactrice qui encore aujourd'hui vient de couvrir les procès, et il y avait Paul qui s'occupait, parce qu'il fait la rubrique de Luce Lapin aujourd'hui, qui faisait la rubrique des animaux. Voilà, c'était des collaboratrices très régulières de la première série. Oui. Et donc, Charlie Hebdo est né de la censure. Hein. Voyez, des fois, la censure... En fait, les censeurs perdent toujours. Hein. Je vous préviens, s'il y a des censeurs dans la salle, d'ici peu, vous aurez perdu, parce que l'histoire de la censure montre que c'est toujours un échec, sauf dans des pays totalitaires où on finit complètement par empêcher les gens de s'exprimer. Mais voilà, l'homophobie était condamnée, on interdisait les publications de militantisme homosexuel dans les années 50, 60, voilà. Et puis maintenant, on en a retourné la loi. Je disais l'homophobie, non, l'homosexualité était condamnée et aujourd'hui on interdit l'homophobie. Bon. On s'en prenait à la pornographie, bien sûr, il n'y avait aucune pornographie avant les années 70, hein. Et voilà, les censeurs qui étaient contre la pornographie ont perdu à un moment. La pornographie s'est imposée. Bon. Et la loi de 49 existe toujours aujourd'hui, mais c'est complètement moribond. Il y a toujours une commission de surveillance et de contrôle qui siège au ministère de la Justice. Ça a été quelque chose de très important dans la bande dessinée. Il y a eu 1 millier de bandes dessinées entre 1949, ça a commencé en 1950, et on va dire l'an 2000, qui ont fait l'objet d'un arrêté d'interdiction du ministère de l'Intérieur. Et puis, à un moment, la censure baisse les bras. Ça se produit toujours. Et pourquoi je vous parlais de ça, je ne sais plus. Non, c'était pour... On parlait d'Harakiri, qui est né de la censure, qui auparavant, il y avait le magazine Harakiri également. Wolanski, choqué peut-être quand il écrivait des trucs phallocratiques, quand il faisait des dessins phallos, mais Harakiri était en lutte contre le système, même quand il paraissait. Il a été interdit plusieurs fois dans les années 60. C'était pas un journal qui aurait dû exister. Il s'est imposé contre la censure. La censure a perdu. Alors, on évoquait notamment parmi les débats ou les vifs débats qui ont animé la suite de cette affaire, il y a eu notamment beaucoup de dessinatrices qui se sont mobilisées concernant cette affaire, et notamment qui revendiquent justement une meilleure visibilité, un rôle plus important. Et la question qui se posait notamment, c'était la question évidemment de la bande dessinée comme un milieu masculin. C'est-à-dire depuis son origine, c'est un milieu qui est très masculin, qui s'est féminisé finalement assez récemment. Il y a eu des pionnières, des grandes pionnières, Bret Escher,
Florence Estac, Nicole Clavelou, Olivia Clavel de Bazooka. Enfin bon, il y a eu beaucoup de pionnières, on dira de pionnières, mais qui étaient très isolées, qui le reconnaissaient. Hein. D'ailleurs, Claire Bretécher le disait, l'a dit longtemps. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de dessinatrices qui arrivent et qui justement estiment que voilà, cette vision masculiniste, elle est encore présente, elle est encore trop présente dans la bande dessinée. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à travers la collection BDQ, dont Coco, vous me disiez que vous l'aviez quasi dans son intégralité, hein, c'est ça, vous avez tout. Il y a beaucoup de dessinatrices. Il y a d'ailleurs le premier volume à avoir ouvert cette collection BDQ, c'était Aude Picot, avec Comtesse. Magnifique d'ailleurs. Ouais. Pas du tout, enfin je veux dire très poétique, Aude Picot. Et cette collection, elle exprime la sexualité, la pornographie sous des formes très très différentes. Il y a 37 volumes et c'est vraiment extrêmement riche. Un mec qui baise avec des escalopes. Comtesse, c'est vraiment très fin. Il y a vraiment plein de trucs. Bouzard qui a fait une histoire avec un prêtre. Et excusez-moi, mais sur cette représentation masculiniste dont vous parlez, moi j'ai toujours eu la sensation que chez Vives, ces femmes à seins énormes déjà émergeaient beaucoup de la culture japonaise, des mangas dont il est plutôt friand. Et par ailleurs, j'ai toujours trouvé que c'était, enfin, étant une lectrice de Robert Crumb, j'ai toujours trouvé chez Crumb que la femme était plutôt rendue forte, puissante et éminemment bien plus que l'homme qui est tout rabougri, un peu comme l'image d'ailleurs de Crumb qui est tout petit avec ses lunettes et les femmes toujours merveilleuses. Même s'il y a du sexe et je sais pas, on fait caca dans une bouche ou des trucs comme ça, enfin ça reste toujours assez trivial et subversif la sexualité. C'est un espèce de non-dit qui, dès lors qu'il est révélé, quoi, ça permet toutes les possibilités en fait de transgression, de subversion, de critique. Ça peut être grave comme drôle. Donc du coup, je trouvais que chez Vives, j'y voyais surtout une culture qui venait de Crumb et beaucoup du manga. Est-ce qu'on peut y voir aussi une femme qui est forte, qui n'est pas toujours un objet? Je trouve qu'il faudrait aussi se questionner là-dessus. Il faut qu'il y ait toute forme de femme représentée dans la bande dessinée, que c'est toute libre à l'auteur en fait de dessiner les hommes, les femmes tels qu'il l'entend aussi. Et au lecteur d'interpréter, parce que ce que dit Coco, c'est très subjectif. Elle lit Crumb d'une certaine façon, d'autres personnes le lisent d'une autre façon. Le problème est, est-ce qu'on interdit Crumb parce que c'est ma lecture qui s'impose?